Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce forum de la presse au cours duquel nous allons parler de la crise sociopolitique au Mali, son évolution, les décisions prises jusque-là, les déplacements à Nioro du Sahel ainsi que le prochain regroupement qui est prévu le 11 août prochain par le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Pour débattre de cette question, nous avons trois invités, Abdrahmane Keïta du journal Le Témoin, Amadou Oumar Diallo, journaliste et Badou Escoba de Carrefour. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Abdrahmane Keïta, quand on suit l'évolution de la crise sociopolitique aujourd'hui, pensez-vous que les partis sont de bonne foi? Bon, les partis sont de bonne foi. Moi, je pense que la position et la posture des partis peut se juger sur la bonne foi. Ça se juge surtout sur leurs intérêts. Et chacun a ses intérêts, et les intérêts tournent autour, comme on le sait, du pouvoir. Vous avez une partie qui veut dégagiste, qui veut dégager le président de la République là-bas, ou tout au moins, si vous voulez, diminuer ses pouvoirs, et à défaut de le faire dégager, et une autre partie qui résiste. Donc c'est une question d'intérêt qui se joue. Et je pense que la bonne foi ou la mauvaise foi des gens se juge en fonction de cette posture-là et de cette réalité. Quand vous jugez en fonction de ces postures, pensez-vous qu'il y a une des parties ou que les deux parties sont de bonne foi? Bon, chacun joue son intérêt et non pas la bonne foi. On n'est plus dans les... Dès qu'il y a une question de survie et de survivance, vous voyez, de part et d'autre, on ne parle plus de bonne foi. Je pense qu'on peut parler plutôt d'intérêt et des moyens dont chacune des parties dispose pour atteindre ses objectifs. Et je pense que la bonne foi ici est un peu trop religieuse. Le concept religieux, elle est un peu trop... vous voyez, non? Je ne vois pas que ce soit vraiment, ça se juge au niveau de la bonne foi. Si on veut parler de bonne foi, on dirait peut-être que chacune des parties pense à agir au nom du peuple, au nom de ses préceptes, de ses conceptions, de ce qu'il y a comme intérêt du peuple. Il y a une partie qui pense que le président de la République n'est pas en train de jouer dans le sens des intérêts et des attentes populaires, et qu'il faut le dégager ou tout au moins lui retirer le maximum de pouvoir, et même participer à ce pouvoir pour aller dans le sens qu'il souhaite. Et le président de la République qui, comme on le sait, si la politique a pour premier objectif de conquérir le pouvoir, son second objectif, peut-être le deuxième objectif, c'est de le maintenir. Voilà. Il est en train de tout faire lui aussi pour se maintenir en place. Diallo, les deux parties se disent prêtes à dialoguer, mais le M5 estime que les échanges ne peuvent se faire qu'autour des conditions de départ du président de la République. Pensez-vous que dans ces conditions, un dialogue peut être possible entre les deux parties? Difficilement. Ça va être carrément un dialogue dessous, parce que constitutionnellement, si on parle de termes constitutionnels, ça, ce n'est pas possible. À moins qu'on fasse un coup de force, ce qui n'est pas prévu non plus. Et donc, dans ces cas de conditions, dans ces genres de conditions, moi, je dirais que ce n'est pas possible. Un dialogue franc, à moins que chacun soit prêt à des concessions. Maintenant, si c'est pour discuter uniquement que sur le départ du président qui n'est pas constitutionnellement prévu, qui n'est pas possible, ça veut dire que ça va être un dialogue dessous. Avec ces différentes mesures prises, est-ce qu'on peut se concentrer aujourd'hui sur la Constitution? Est-ce qu'elle n'a pas été violée comme le pensent certains aujourd'hui? Bon, violée, pas violée, ça dit que ça dépend de la posture dans laquelle on se trouve. Moi, je pense que si on parle de violation de la Constitution, il faut juste parler de l'observation de la loi en général au Mali. Pratiquement tout le monde viole ça, tous les jours. Maintenant, quand on parle souvent, si ça rentre dans le cadre de nos intérêts. Mais
quoi qu'il en soit, il y a quand même des barrières qu'il ne fallait pas franchir quand même pour ne pas ouvrir une boîte de Pandore. Parce qu'un saut dans l'inconnu, personne ne peut prévoir ce qui va se passer. Et donc, moi je pense qu'il faut souvent accepter le minimum et que vraiment d'accepter de sauter le verrou. Parce que quand on saute le verrou, personne ne peut prévoir de ce qui va advenir. Donc, moi je pense que pour le moment, qu'on reste dans la limite de la Constitution. Voilà, que chacun essaie de faire un peu d'effort. Si on parle effectivement du Mali, si on a tous comme objectif l'intérêt des Maliens, l'intérêt des 20 millions de Maliens, je pense qu'en ce moment, aucun effort n'est de trop de part et d'autre. Parce que vous avez parlé en première question de bonne foi. La bonne foi, c'est le peuple qui est abusé dans sa bonne foi. Sinon, sur le plan politique, il n'y a pas de bonne foi en politique. Moi, je n'en vois pas du tout, parce que la politique, par essence, c'est la conquête du pouvoir. Maintenant, dans la conquête du pouvoir, tous les coups sont permis. Il n'y a pas de terrain moral en politique. C'est seulement le peuple, par naïveté souvent, qui suivent certaines décisions, certains mots d'ordre, qui finalement se retrouvent piégés. Donc, dans ces cas Est-ce le cas en ce moment? Est-ce que le peuple se retrouve piégé dans cette crise sociopolitique? Ah, bien sûr. Bien sûr. Le peuple est totalement piégé. Par une des parties ou les deux? Par toutes les deux parties. Est-ce que vous pensez... Oui, tout de suite, Badou Escoba, est-ce que vous pensez que les solutions juridiques sont toujours d'actualité, comme le propose M. Diko, qui demande qu'on reste dans la limite de la loi? Non, moi je... Poursuivez, monsieur. Moi, je pense que quand on parle de questions juridiques par rapport à la Constitution c'est le garde-fou de la République. Vous savez que cette Constitution, que certains contestent, cette Constitution date du 25 février 1992. Parmi les contestataires, il y a certains qui ont participé à la rédaction de cette Constitution. Donc moi, je pense que pour que nous puissions sortir de la crise, nous devons rester strictement dans le cadre constitutionnel. Ceux qui demandent le départ du président de la République, c'est leur bon droit. Mais est-ce que le départ du président de la République est la solution? Est-ce que le départ du président de la République est très actuel? L'autre jour au Brésil, j'entendais des gens demander à Jair Bolsonaro de démissionner. Certains ont même dit qu'ils vont le poursuivre devant la Cour pénale internationale. C'est leur bon droit. Mais la crise malienne, pour qu'elle puisse être résolue, il faut que nous restons strictement dans le cadre de la Constitution. Est-ce que les solutions proposées par la CEDEAO, notamment, restent dans la Constitution? Oui, les solutions proposées par la CEDEAO, c'est des solutions de compromis. Parce que, vous savez, la situation du pays est telle qu'il faut que nous partions vers un compromis pour que nous puissions sortir de ce mauvais pas. Vous savez, l'autre, là, Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérien, l'a dit. Il dit que le Mali, c'est une digue. Et si cette digue se fend, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui va en pâtir. Donc, c'est par rapport à cela que la CEDEAO a décidé de prendre vite les devants. Vous avez vu, dès que les manifestations ont commencé, deux délégations sont venues. Ensuite, 5 chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés à Bamako. Donc, dans le souci d'éteindre rapidement le feu. Oui, mais si ces solutions ne respectent pas la Constitution, le président, en acceptant de mettre en œuvre ces solutions-là, est-ce qu'il ne viole pas lui aussi la Constitution? Non, par exemple, si vous prenez l'article 50 de la Constitution, l'article 50 de la Constitution autorise le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale stricto sensu. Donc, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, ça fait partie de ses prérogatives. Et la démission des députés est-elle également concernée? Oui, la démission des députés est concernée parce que tout est parti des élections législatives. Parce que certains ont estimé qu'ils ont été lésés et qu'ils devaient être élus. Oui, je veux dire, est-ce que la Constitution prévoit une démission des députés? La Constitution prévoit quand même la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais que la Constitution prévoit la démission des députés, ça, je ne pense pas. Maintenant, l'autre aspect que je voudrais ajouter, c'est que la dernière fois, l'imam Mamadou a animé une conférence de presse pour exiger la démission du Premier ministre. Or, dans la Constitution du Mali, si j'ai bonne mémoire, un imam ne peut pas exiger la démission d'un Premier ministre. C'est le président de la République qui choisit le Premier ministre et le président de la République choisit le Premier ministre sans consulter qui que ce soit. Maintenant, pour des questions démocratiques, pour des raisons de consensus, il peut consulter la classe politique pour qu'on puisse mettre en place un Premier ministre de consensus. Mais un imam ne peut pas se lever et dire que nous exigeons la démission du Premier ministre parce que ça n'existe nulle part dans la Constitution de la République du Mali. M. Keïta, les solutions juridiques sont-elles toujours d'actualité? Bon, les solutions juridiques, comme vous l'avez dit, vous avez dit ce que la CEDEAO dit. Il est clair que la CEDEAO s'écarte forcément de la Constitution pour trouver un règlement politique. Puisqu'on a
Je pense que dans les clivages qui entourent la crise malienne, on a dépassé le stade et les dimensions du légalisme. Il faut quitter un peu le légalisme pour venir. Mais par ailleurs, je voudrais d'abord préciser deux choses qui ne devraient pas passer inaperçues. C'est qu'en réalité, mon camarade d'à côté, mon collègue d'à côté a parlé de non-constitutionnalité de la démission du président. Non, moi je ne pense pas. La démission du président, si elle n'est pas forcée, elle est bel et bien constitutionnelle. Et parmi les conditions de vacance du pouvoir, existe bel et bien la démission. Parce que si le président de la République choisit aujourd'hui de démissionner, personne ne peut l'empêcher de démissionner, parce que c'est prévu dans la Constitution qu'il peut démissionner. Et là, si c'est vacant aussi, la Constitution, les dispositions constitutionnelles prévoient les façons et les mécanismes pour combler à cette vacance. L'autre aspect sur lequel je voulais, pour ne pas un peu désorienter vos auditeurs, c'est qu'en réalité, l'article 50 ne dit jamais qu'on peut dissoudre l'Assemblée. Au contraire, l'Assemblée nationale est la seule institution que l'article 50 épargne. Quand on applique l'article 50, les pouvoirs exceptionnels ne touchent pas du tout l'Assemblée nationale. Quand tu appliques, tu te mets dans des dispositions pour faire l'article 50, pour activer l'article 50, les pouvoirs exceptionnels du président. Pendant l'application de cet article 50, l'Assemblée nationale est épargnée. Elle ne peut pas être dissoute. C'est l'article 42 qui permet au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Les solutions proposées par la CEDEAO peuvent-elles toujours être mises en œuvre, même si le délai est dépassé? Effectivement, la CEDEAO a amené des solutions dont l'application ne dépend pas d'elle. Voilà, c'est ça tout le problème. Malheureusement, l'application, la principale décision, s'il y a une des décisions qui dépend du président de la République, il est en train de le faire, même cela s'écarte la Constitution, c'est de mettre fin au mandat de la Cour constitutionnelle. Et on a vu la réaction de la présidente de la Cour constitutionnelle par rapport à ça. Donc vraiment, la CEDEAO s'écarte forcément les fonctions juridiques quant à l'autre aspect de la chose qui consiste à faire démissionner. Cela dépend de leur pleine volonté. Et quand elle parle de sanctions aujourd'hui, s'il sanctionne doit y avoir, je ne pense pas de bonne loi qu'on sanctionne des gens sur leurs droits. On ne peut pas sanctionner des gens quand ils s'écartent du droit. Mais sur leurs droits, il n'est pas possible de sanctionner les députés parce qu'ils refusent de démissionner alors que leur pouvoir, leur mandat a été consacré, même si cet arrêt qui consacre leur mandat est contesté. Leur arrêt est quand même consacré par leur mandat est quand même consacré par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Une Cour constitutionnelle légalement mise en place. Donc, Monsieur Diallo, aujourd'hui, s'il doit y avoir le dialogue, qui peut mener ce dialogue? Parce que vous disiez que dans ce contexte actuel, même s'il y a un dialogue, ça risque de devenir un dialogue de sourds. Dans les conditions actuelles, je pense que c'est le pouvoir qui peut prendre l'initiative de créer les conditions du dialogue. Mais encore faudrait-il que les deux parties aient confiance l'une en l'autre. Aujourd'hui, le vrai problème du Mali, c'est la rupture de la confiance. Entre les acteurs politiques, ils se connaissent tellement, ils se pratiquent tellement qu'aucun d'eux n'a confiance l'un à l'autre. Or, les enjeux sont très importants. Des enjeux qui vont au-delà même de leur personne, mais qu'on ramène forcément et toujours qu'on ramène à des dimensions individuelles. Et ça, c'est quelque chose à déplorer. Moi, je pense que Abdrahmane a dit quelque chose, je ne suis pas d'accord avec ça. Et pourquoi on dit la demande n'est pas constitutionnelle, la demande d'obligation de démission n'est pas constitutionnelle. Un acte de démission, c'est d'abord volontaire. J'ai bel et bien dit. C'est d'abord volontaire. Si donc, pas forcé, puisque c'est volontaire, donc on ne peut pas l'imposer à quelqu'un. Surtout que ce quelqu'un a été élu. Bien ou mal élu, ça, on n'en discute pas. Mais c'est quelqu'un qui a été élu. N'importe qui à sa place aurait fait la résistance. N'importe qui à sa place. En 1997 jusqu'en 2002, Alpha a été élu. Il y a certains leaders politiques qui n'ont jamais reconnu Alpha pendant les 5 dernières années de son mandat. Muntaka Tall en fait partie. Ils ont toujours appelé Alpha Monsieur Alpha. Mais ça n'a pas empêché Alpha d'exercer le plein pouvoir, son pouvoir. Oui, donc c'est pour dire que ce n'est pas des choses, c'est des choses.
il faut trouver des arrangements politiques. Et c'est ce que la CEDEAO nous a amené. La CEDEAO a fait un jeu d'intelligents aux Maliens. Je ne sais pas si les autres ont vu de la même manière que moi. Pour moi, c'est un jeu d'intelligents, c'est-à-dire qu'il y a un verrou qu'on ne touche pas. Maintenant, tout est négociable. Entre vous, Maliens, concertez-vous et puis entendez-vous sur des choses pour faire fonctionner votre pays, pour sortir votre pays de cette situation. Maintenant, en ce moment, dans ces genres de conditions, tout est permis, à condition qu'on sauve l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali. C'est les 20 millions de Maliens. Ce n'est pas X, ce n'est pas Y, ce n'est pas X et Z. C'est les 20 millions de Maliens, l'avenir des 20 millions de Maliens qui sont en jeu. Dans ça, nous comptons tous. Nous sommes journalistes, nous sommes citoyens aussi. Nous avons aussi notre point de vue là-dessus. Donc, nous sommes tous concernés. Il y va de notre intérêt collectif à sauver le pays. Parce que quand ça chavire, ça va chavirer avec tout le monde. Et ça, on ne souhaite pas. Donc, dans ces conditions, moi, je pense que le pouvoir doit prendre l'initiative de relancer encore le dialogue. Peut-être qu'il y a eu des ratés, mais ce n'est pas encore tard. Le président peut toujours prendre l'initiative de relancer le dialogue. Maintenant, certains pensent que le M5 également doit revoir sa position. Absolument. Non, le M5 sera obligé en ce moment de revoir sa position parce que quand on les invite au dialogue, à moins que le M5 dise officiellement on ne veut plus dialoguer. Même la condition qu'ils ont mise sur la table, c'est discutable. Départ du président. Départ du président, c'est parce que la table d'abord n'a pas été installée. Dès qu'on installe la table de discussion, il va de soi que les positions évoluent. Maintenant, moi je pense que si tout le monde met le pays comme objectif à atteindre, je pense qu'aucun effort ne sera de trop. Vous aurez la parole tout de suite, M. Keïta. Monsieur Badou Escoba, est-ce que vous pensez aujourd'hui que discuter, dialoguer autour des conditions de départ du président de la République est possible? Mais toute crise se termine autour d'une table. Donc ceux qui demandent aujourd'hui le départ du président de la République sont en train de mettre la barre très haut, c'est pour avoir le maximum. Sinon, par principe, la CEDEAO n'acceptera jamais la démission du président de la République. Mamadou Youssouf l'a dit, il dit que c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Donc, en aucune manière, le président de la République ne peut Est-ce que cela veut dire que la dernière réponse revient à la CEDEAO? Bon, probablement, la dernière réponse va revenir à la CEDEAO si les différentes parties ne parviennent pas à se comprendre. Mais toutes les parties, en principe, doivent se comprendre si réellement leurs intérêts, c'est de défendre le Mali. Si vous savez qu'ils doivent placer le Mali au-dessus de tout. S'il s'agit du Mali, forcément, ils vont se comprendre. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit toute crise se termine autour d'une table. C'est vrai que parmi les lots, il y a les extrémistes, il y a les modérés, etc., etc. Mais tout compte fait. Par exemple, la feuille de route que la CEDEAO a amenée. Et si on se réfère à cette feuille de route, il n'y a pas de problème. Et on a parlé du remembrement de la Cour constitutionnelle. Il faut réaménager l'Assemblée nationale. Et ensuite, quelle autre chose encore? Sauf que le M5 la mise en place d'un premier ministre de consensus. Donc, la CEDEAO vient avec une feuille de route. Oui, mais le M5 dit ne pas accepter ces solutions proposées par la CEDEAO. Non, tôt ou tard, le M5 va accepter. Le M5 n'a d'autre choix que d'accepter. Peut-être le M5 est en train de mettre la barre très haut. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité, apparemment, est-ce qu'il n'y a même pas eu des fissures au sein du M5? Parce que par rapport au gouvernement restreint, parmi les membres du gouvernement restreint, 3 ministres, quand même, ont été nommés. Parce que le shérif, même si le shérif n'a pas formellement demandé leur nomination, quand même, ça a beaucoup plu au shérif. Je prends par exemple le cas d'Ablaye Daffé, qui a été nommé ministre de l'économie et des finances. Tout le monde sait que Daffé, c'est quelqu'un quand même qui est très très proche du shérif de Nioro. Or, nous savons tous aussi que le shérif de Nioro, à présent, n'est pas du tout disposé à ce que Boubou quitte la primature. Donc, voilà des facteurs qui font que, est-ce qu'au M5 même, on peut dire que c'est le parfait amour aujourd'hui? Alors, M. Badou Escoba estime que le M5 est en train de mettre la barre plus haut en demandant la démission du président de la République, sinon, selon lui, ce ne serait pas leur volonté. Effectivement, il a raison. Et je pense que ce n'est pas de mettre la barre haut. Je pense qu'en réalité, la démission du président de la République a été l'épouvantail qu'ils ont brandi chaque fois que les négociations ont chopé sur des choses inacceptables pour eux. Vous voyez, à un certain moment, ils avaient retiré cet aspect-là, ce point-là du mémorandum. Mais lorsque il y a eu des marches, et avec des morts d'hommes et la tragédie continue, on a connu, ils ont remis ça encore.
Lorsqu'ils ont rencontré quelque part qui de droit pour travailler, ça n'a pas marché, les discussions ont achoppé sur quelque chose, ils ont remis ça encore. Ils retirent, ils remettent. Donc effectivement, je pense que l'épouvantail qu'ils brandissent chaque fois que les négociations avec le pouvoir achoppent sur des choses qui ne les arrangent pas. Par ailleurs, je voudrais tout juste ajouter qu'en réalité, les gens diabolisent trop la démission du président de la République. Moi, je ne m'attends pas à ce que le président de la République démissionne. Hein. Il n'y a pas de raison pour se faire. Mais en réalité, si on se rappelle, en 2012, c'est une démission du président de la République qui a débloqué la situation. Si ATT n'avait pas accepté de démissionner en 2012, il serait encore président et terminé son mandat. C'est parce qu'il a librement consenti. Et il l'a dit, si on se rappelle, en signant le dossier, qu'il n'y a eu aucune pression, qu'il a librement consenti par amour pour son pays de démissionner. Est-ce que vous pensez que c'est la même solution qu'il faut? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, non. Ce ne sont pas les mêmes contraintes aujourd'hui, puisque ce n'est pas un coup d'État et autres, mais il faut se dire quand même qu'en réalité, peut-être que le président de la République actuelle a beaucoup plus de responsabilités qu'alors, puisqu'en réalité, la responsabilité quand il s'est démissionné avait été déjà prise par la CEDEAO, qui avait encadré la situation par un accord cadre. Peut-être qu'il nous faut aujourd'hui aussi le même accord cadre, accord cadre, pour nous mettre au-dessus de la Constitution malienne. Puisqu'il y a trop de discussions autour de la Constitution, on est tombé dans l'engrenage des violations telles qu'on ne peut pas quitter le cercle vicieux de la Constitution. Et pour créer, je pense qu'il faut des dispositions supranationales. À l'image de 2012, on a connu l'accord cadre qu'on avait voté par les députés et qui s'est hissé, qui a mis un peu en veilleuse la Constitution malienne. On s'est hissé au-dessus de la Constitution pour agir. Pourquoi ne pas amener une situation comme ça? Bon, par ailleurs, moi je pense qu'en réalité, ici, comment on appelle, de quoi Diallo avait parlé sur l'autre thème là, je pense que ça, je ne me rappelle plus ce qu'il avait dit. D'accord, donc je vais poser une autre question aujourd'hui avec le gouvernement restreint qui est mis en place et les décisions qui ont été prises à travers le Conseil des ministres qui a eu lieu jeudi dernier, notamment la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit. Que pensez-vous de ces différentes mesures? Je pense que c'est une bonne démarche. Et c'est une démarche qu'on attendait depuis longtemps, puisque par moment, le président de la République a été quelque part accusé de banaliser cette situation, en parlant de la crise sans même évoquer quelquefois ces morts-là qu'il y a eu. Ça, c'est une démarche, je pense, très noble. Mais je m'attendais avant ça de voir au moins quelques têtes tombées dans le rouage de l'administration sécuritaire par rapport à ces profils-là. Puisqu'on ne peut pas mener des enquêtes sur la mort en laissant sur place les cadres qui pourraient être des responsables de cette situation. Oui, donc, Monsieur Diallo, la mise en place de ce fonds. On aurait pu vraiment prendre des mesures, d'abord de suspension des gens qui étaient là, qui étaient les responsables à l'époque des faits, pour qu'une enquête sur la question d'abord marche. Bon, les indemnisations aussi, il faut le faire, d'accord. D'accord. Monsieur Diallo, la mise en place de ce fonds et l'annonce de l'ouverture d'une enquête minutieuse par le gouvernement peuvent-elles changer quelque chose? Ça doit changer quelque chose. Ça doit changer quelque chose parce que les crispations sont telles qu'aujourd'hui, il faut créer les conditions d'apaisement du climat social. Et cela peut passer forcément par l'ébauche des questions d'indemnisation. Même s'il faut, normalement, l'indemnisation doit être des conséquences. C'est-à-dire qu'après enquête, après tout ce qui s'est passé, maintenant, on peut parler d'indemnisation. Mais maintenant, mettre la charrue avant les bœufs, forcément, ça veut dire on a la volonté d'apaiser la situation. Mais moi, je pense qu'il faut faire une enquête minutieuse pour situer les responsabilités. Parce que la vie humaine est très, très, très sacrée pour qu'elle se perde comme ça, surtout des jeunes. Vous savez, le jeune médecin Bala de Sokonongo, moi je le connais. Je l'ai vu, il a soigné ma femme quand elle a accouché par césarienne. C'était un garçon très jovial et puis d'un commerce très facile. Et puis qui avait vraiment la vie en peau. Maintenant, fauché comme ça, ça fait mal.
il faut faire des bonnes enquêtes et situer les responsabilités, toutes les responsabilités. Parce que est-ce qu'il est possible de faire des bonnes enquêtes dans ces conditions, puisque quand je résume les propos de M. Keïta tout de suite, difficile d'avoir une enquête crédible avec les présumés auteurs qui sont sur place? Non, une bonne enquête c'est très simple. On peut prendre des auditeurs externes disons, des experts externes. On peut donner l'enquête à des gens indépendants qui peuvent faire vraiment l'enquête avec beaucoup d'objectivité. Même si ceux qui sont là-dedans, ils peuvent être là, mais s'ils ne sont pas tenus, informés. Avec les risques qu'ils bon, des pistes. Il y a des pistes qu'on ne peut pas brouiller. On peut brouiller des pistes, mais il y a des pistes qu'on ne peut pas brouiller. Et des deux côtés. Parce que l'enquête n'est pas que seulement du côté de la répression. Il y a aussi les conditions de la répression. Parce que si on parle de loi, on parle effectivement d'objectivité de la loi. Et les victimes, comment ils se sont retrouvés là? Il y a tout ça qui compte. Donc, moi, je pense qu'il faut faire une très bonne investigation pour situer la responsabilité. Ça permet à tout le monde... Parce qu'il y a des choses... Quand on parle de violation de la loi, ça ne peut pas être d'un seul côté. Chacun doit se regarder dans le miroir pour se dire « Ah, moi, j'ai fait ça. » Oui, vous savez, quand on fait sortir les gens, on assume la responsabilité aussi. Ça, moi, j'ai suivi le procès de Moussa Traoré. D'abord, moi, j'étais là pendant ces événements et j'ai suivi le procès de Moussa Traoré du début à la fin. Qui a donné l'ordre de tirer est resté sans réponse. Pendant tout le temps du procès. Ça a été la seule question qui n'a pas été répondue. Or, c'était la question essentielle. Donc, est-ce que c'est à la même réponse qu'on risque de s'attendre? Mais bon, ce n'est pas normal. Il faut que quelqu'un porte le chapeau. Moussa Traoré, on dit, vous êtes le responsable politique, vous portez le chapeau. Il a porté le chapeau et il a subi. Maintenant, mais il y avait des gens qui ont pris l'initiative de mettre les gens dans la rue. C'est comme, il ne faut pas que ça soit toujours la justice des vainqueurs, comme à la sortie de la Première Guerre mondiale, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été sanctionnée. Donc il faut qu'on sorte de ça pour que ça soit vraiment quelque chose de transparent, que toutes les responsabilités soient situées, chacun à son niveau réponde de ses actes devant la justice. Parce qu'envoyer aussi les enfants des autres dans la rue, c'est facile. Dire que c'est l'autre qui a fait, c'est facile. Mais il faut aussi dire que moi aussi, j'ai pris la lourde responsabilité d'envoyer les enfants des autres, pas les miens. Ça, c'est important. À quoi faut-il s'attendre? Une enquête crédible, transparente ou des pistes brouillées? Non, il faut une enquête approfondie. Il faut une commission d'enquête indépendante ad hoc pour pouvoir situer les responsabilités et sanctionner ceux qui sont derrière ce qui s'est passé. Vous savez, quand on parle de sanctions, il ne s'agit pas d'enquêter seulement sur la destruction des biens de l'État et autres, mais il s'agit aussi d'enquêter par rapport aux victimes de la désobéissance civile. Citer les responsabilités, qui a fait sortir les gens, qui les a dit d'aller dans tel ou tel endroit, qui a ordonné aux forces de l'ordre d'aller à côté de la mosquée de l'imam Mamadou. Donc voilà autant de questions auxquelles il faut trouver une réponse, et rapidement. Il ne s'agit pas d'indemniser les victimes. Indemniser les victimes, c'est une très bonne chose. Maintenant, depuis les tirs jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu d'interpellation. L'autre jour, au niveau du pays du Cèdre, il y a eu un terrible accident au niveau du port de Beyrouth. Et déjà, il y a eu des arrestations. Donc, c'est ce que nous voudrons. Des arrestations et des jugements même, puisqu'il y a le M5 même qui exige la libération de certains des manifestants qui ont été arrêtés. Oui, les manifestants qui ont été arrêtés au Mali, c'est pour des actes de vandalisme. Mais personne n'a été arrêté parce qu'il y a eu des tirs. À présent, on n'arrive pas à savoir qui a donné l'ordre de tirer, qui a demandé aux forces de l'ordre d'arrêter devant la mosquée de l'imam Mamadou. Maintenant, on est au stade des excuses, on présente des excuses, mais en réalité, jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas qui vraiment a tiré sur ces jeunes gens. Et il faut qu'on situe les responsabilités, parce qu'il y a eu mort d'hommes, quand même, quoi qu'on dise, même si ceux qui ont organisé cette désobéissance civile ont mal organisé la désobéissance civile, ont mal expliqué aux jeunes gens comment il faut faire. Donc, il faut
faut que vraiment on sache qui vraiment est derrière toutes ces tueries et que les sanctions tombent. Parce que nous ne pouvons pas continuer à accepter de telles choses. Il y a eu les événements du 26 mars 1991. Nous, on pensait qu'après le 26 mars 1991, aucun Malien ne va tirer sur un autre Malien. Et si c'est le cas aujourd'hui, c'est extrêmement grave. Or, dans la Constitution du Mali, il est clairement dit que la liberté de marcher, la liberté de s'exprimer, c'est des droits inaliénables. Donc, ces droits sont déjà violés à partir de ces tueries. Mais encore faudrait-il qu'on situe les responsabilités et que les têtes tombent pour que ça serve d'exemple aux autres. Les déplacements vers Nioro du Sahel, de part et d'autre, que ce soit du côté du gouvernement ou du M5, vont-ils pouvoir changer quelque chose dans la résolution de cette crise sociopolitique? On peut, sans risque de se tromper, dire que Koulouba s'est déplacé vers Nioro, ça c'est une réalité. Parce que toutes ces règles à Nioro, il y a 2 ou 3 jours, une forte délégation de la SEMA s'est rendue à Nioro pour rencontrer le grand shérif de Nioro. Et je sais que les discussions ont porté sur la crise qui secoue actuellement Bamako. Le M5 aussi est parti voir le shérif de Nioro. Quoi qu'on dise, quand même, quelque part, le shérif aussi porte la responsabilité morale de toutes les activités de la sémence, parce que le shérif de Nioro est très proche de l'imam du camp. Donc, tout se règle à Nioro. Est-ce que ça veut dire que c'est Nioro qui gère? Bon, même si peut-être les mots vont me manquer pour bien parler, mais on peut dire aujourd'hui que quand même Nioro a son mot à dire par rapport à la gestion de la crise. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise, on voit les premiers ministres courir pour se rendre à Nioro, on voit des ministres qui sont proches du shérif courir pour aller rencontrer le shérif de Nioro. Et récemment, il y a un groupe parlementaire de femmes qui s'est rendu à Nioro pour rencontrer le shérif. Donc tout ça prouve que vraiment le shérif de Nioro a pignon sur lui par rapport à la gestion de la crise malienne. Monsieur Keïta, quel peut être le poids de Nioro dans la gestion de cette crise sociopolitique? Un grand poids, il vient de dire, c'est la plus haute autorité morale. Si Mahmoud Diko est l'autorité morale, le chef du Nioro est la plus haute autorité morale du autorité M5. Morale du pays ou du M5? Du M5. Mais comme vous l'avez dit, qui a tendance à devenir l'autorité morale du M5, puisqu'il a réussi même à mettre en place un mini-gouvernement amaliste. C'est le shérif de Nioro qui a mis en place ce gouvernement. Pratiquement, parce que effectivement, s'il faut voir les tendances, les cautions qu'il a accordées à ce gouvernement et l'ensemble, les proportions dans lesquelles les hommes qu'il a désignés sont figurent dans ce gouvernement. Qui a le pouvoir donc? On peut parler. Qui gère le Mali? Non, nous sommes en période de crise. Nous sommes en période de crise. Ibeka gère le Mali, c'est clair, mais avec des concessions obligatoire pour sortir d'une situation qui s'est créée. Et c'est ce qui amène ça. Et cela vient de très loin. Parce qu'en réalité, ça consacre un peu, ça confirme une tendance qui était en train de se développer et qui est passée inaperçue pendant longtemps, à mettre le religieux et le confessionnel au-dessus du politique. Il faut reconnaître que dans la gestion de ces 7 dernières années, le politique a été très souvent contourné au profit des autorités morales et de tout ce qu'il y a comme, si vous voulez, recotrade, autorités traditionnelles et ainsi de suite et autres. Vous voyez, ce qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, ils sont vous voyez des politiques qui se bousculent au portillon de l'imam Diko parce qu'ils ne parviennent plus, ils sont tellement affaiblis par cet état de fait qu'ils ne parviennent plus à mobiliser sans passer par les milieux religieux. Et forcément, les milieux religieux aussi, ce ne sont pas des bons samaritains qui croisent les bras. Il faut qu'on fait la lutte ensemble. Et nous ne participons pas dans ce contexte, à la récupération au rendement de la lutte. Doit-il accepter un Premier ministre de plein pouvoir? Un Premier ministre de plein pouvoir, je pense que ça amenuise ses pouvoirs. Et il ne va pas l'accepter, ça c'est une évidence. Parce que si on accepte que le président de la République ne démissionne pas, c'est qu'on l'accepte avec la plénitude de ses prérogatives. Et parmi ces prérogatives, telles que le confrère l'a rappelé, figure la nomination de son Premier ministre. D'accord. Aujourd'hui, le 11 août, il y a un nouveau rassemblement du M5 qui est encore annoncé, mais certains estiment que ce nouveau rassemblement ne pourra pas servir à grand-chose parce que le M5 est divisé aujourd'hui selon certains observateurs. Qu'en dites-vous, M. Diallo? Bon, ça dépend évidemment de la capacité de persuasion, parce que le M5 n'est pas encore totalement affaibli. C'est vrai que la méthode de lutte mise en place à travers la désobéissance civile a montré des limites,
Mais le regroupement n'est pas encore mort. Il y a certes des dissensions à l'intérieur. Ça, c'est comme tout regroupement, hein, c'est inhérent au regroupement humain. Chaque fois que les choses souvent s'accordent, ou bien chaque fois que les choses arrivent à bon escient, il y a trop de tiraillements autour de la chose. Maintenant, moi je pense que c'est pas encore, on ne peut pas prédire de ce qui ça va se passer, mais je pense que ça va faire mouche. Surtout que des informations, des brutes d'informations que j'ai ça et là, on me dit que cette fois-ci, comme ce gars l'a annoncé, il y a un changement de stratégie. Au lieu que ça se concentre uniquement sur les jeunes, ils vont impliquer fortement les regroupements féminins. Certains même ont dit qu'ils ont commencé à démarcher certains groupements féminins pour les impliquer fortement, comme ça s'est passé en 1991 avec la chute de Moussa Traoré. Bon, ça peut peut-être changer les données si cela réussissait. Maintenant, je reviens un peu en arrière par rapport à la question qui me brûle la langue, par rapport au shérif de Nioro. Ce n'est même pas bon pour le shérif, à mon avis. Si tout le monde accourt vers lui, ça veut dire que c'est lui qui est derrière toutes les ficelles. Pensez-vous que c'est lui la cause de cette crise? Mais bon, si tout le monde accourt vers lui pour la recherche de la solution, ça veut dire que c'est lui qui est derrière les ficelles, qui tire les ficelles. Et ça, ce n'est pas bon pour lui. Ça veut dire que lui, il est déjà, il devient en ce moment acteur et médiateur. Quand on se retrouve dans la position acteur-médiateur, justement, peut-on être jugé parti? Exactement. C'est dans la position parce que si tout le monde accourt vers lui pour la recherche de la solution, pendant que lui-même il est intéressé, Baroul vient de dire, le ministre de l'économie, le nouveau ministre de l'économie et des finances, Daffé, est proche de lui. Et ça veut dire que lui aussi il se bat pour sa marmite dans la chose. Clairement, bon, ce n'est pas bon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nos religieux doivent revoir leur copie. Moi, j'étais juste dans le salon de l'imam qui fait prier les gens à la mosquée, la grande mosquée de la Kaaba. Je vous assure, quand vous rentrez, vous le voyez parmi ses amis qui viennent causer avec lui. Vous ne le reconnaissez pas si on ne dit pas que c'est lui. On rentre dans son grand salon, on ne le reconnaît pas parmi ses amis. Tellement que l'humanité, c'est-à-dire que l'islam même, c'est, l'islam c'est d'abord et avant tout l'humilité. Le prophète, paix et salut sur lui, n'a jamais possédé des bobos. Moi, je ne l'ai pas vu. Ceux qui le racontent ne l'ont pas vu. C'est une histoire qu'on nous raconte, à laquelle on croit. Ça veut dire que nos religieux doivent revoir leur copie par rapport à leur rôle dans la société. Ils doivent refuser certains comportements, ils doivent refuser certaines sollicitations. En 2007, Amadou Touré, sa délégation, c'est à Nioro qu'Amadou Touré a lancé sa campagne pour le deuxième mandat. J'étais de la délégation. D'accord. M. Keïta veut réagir rapidement sur la question. Parce qu'en réalité, c'est pour dire qu'en réalité, les religieux n'ont aucun poids aujourd'hui que le pouvoir lui-même n'a contribué à leur donner. C'est une évidence. Ouais. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, depuis 2009, entre eux, les clivages internes entre partis politiques leur a donné une certaine allure et nous se trouvons dans cet engrenage-là depuis 2009 jusqu'à présent. En 2013, l'imam Ducos aime à le dire, partout ils ont transformé les mosquées en QG de campagne pour IBK, il s'est compris là-dedans. Lors du congrès qui a reconduit, de leur congrès du Haut Conseil islamique qui a reconduit Amadou Diko à la clôture, le même président de la République leur a fait face pour leur dire que c'est vous qui m'avez mis à ma place actuelle et personne ne peut me déstabiliser tant que vous êtes là. La même chose a continué, on a contribué à les renforcer d'année en année et aujourd'hui, force est de reconnaître que la capacité de mobilisation, avec la création de médias confessionnels qui pullulent un peu partout, se trouve de leur côté. Et c'est eux qui dirigent, qui ont aujourd'hui le bénéfice de l'opinion. C'est eux qui jouissent aujourd'hui
de l'opinion. Donc, Badou Escobar, quels sont les risques avec le nouveau rassemblement annoncé pour le 11 août 2020? Bon, moi je pense qu'il n'y a pas grand risque. Il n'y aura pas grand risque dans la mesure où déjà le mouvement est en passe vraiment de connaître des difficultés. Je ne dirais pas que le mouvement est affaibli, mais si vous suivez l'actualité, vraiment il y a des couacs au sein du mouvement. Mais ce que moi je peux ajouter, c'est que la manifestation qui aura lieu sera la manifestation de tous les dangers. Si jamais le M5 ne parvenait pas à mobiliser comme il a l'habitude de le faire, vraiment, ce serait un fiasco et ce serait probablement la fin du mouvement. Mais un fiasco pour qui? Les Maliens, le pays ou le M5? Un fiasco pour le M5 et ceux qui soutiennent le M5, parce que ce n'est pas tous les Maliens qui soutiennent le M5, contrairement à ce que beaucoup font croire aux gens. Tous les Maliens ne soutiennent pas le M5. D'ailleurs, le M5, ces derniers temps, a causé du tort à la population. À la veille de la fête de la Tabaski, moi j'ai vu des gens contraindre les gens à leur payer 5 000 francs pour pouvoir passer en partant vers l'hôtel Olympe. Finalement, j'ai vu des taximans et des conducteurs de Sotraman sortir, boxer les gens, les jeunes là qui étaient là à barricade pour les faire dégager et continuer leur chemin. Donc moi je pense que s'ils mènent leur lutte, il ne faut pas qu'ils étouffent la population civile, il ne faut pas qu'ils asphyxient la population civile, parce que nous vivons au jour le jour. Pour quelqu'un qui part en ville chercher le prix de condiments, venir donner la popote à madame et ensuite retourner en ville pour travailler, si vous barrez la route pour ces derniers, c'est pour le suicider, c'est pour le tuer. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais toujours est-il que la manifestation du 11 août, c'est quand même, si cette manifestation parvient à réussir, donc le M5 va se maintenir dans le jeu. Ça, c'est une évidence. Donc le pouvoir sera toujours obligé de composer avec le M5 parce que le pouvoir va se dire que le M5 quand même a du poids. Mais comme je l'ai dit, c'est la marche de tous les dangers. Et au-delà, par rapport au shérif de Nioro, et je vais un peu réagir pour dire qu'effectivement, ce sont les hommes politiques qui ont été les premiers à aller vers le shérif de Nioro. En 2013, c'est Ibeka qui a été voir l'imam Mahmoud Diko Sabati 2012 pour demander l'appui pour qu'il puisse être élu président de la République. Et aujourd'hui, il est traité de djihadiste, ce n'est pas normal. Donc il paye la rançon de son attitude avec les djihadistes, envers l'imam Mahmoud Diko, excusez-moi. Donc c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, quand Benoît XVI a été nommé, sa sainteté, Benoît XVI a été nommé pape, quand il a vu qu'au sein de l'Église, il y a certains comportements qui ne lui plaisent pas, il a préféré démissionner pour aller dans un couvent, prier tout simplement pour que l'humanité puisse retrouver le bonheur et la tranquillité. D'accord. Ouais. Pour permettre aux auditeurs et téléspectateurs de mieux comprendre, vous dites qu'il n'y aura pas de risque le 11 août, mais ce sera également la manifestation de tous les dangers. Alors, est-ce que cette manifestation risque de dégénérer selon vous? Ça m'étonnerait que ça puisse dégénérer. D'accord. Monsieur Keïta, est-ce que vous pensez qu'il y a des risques que cette manifestation du 11 août puisse dégénérer? Je ne pense pas, ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour que ça débouche sur cela, sur des situations incontrôlées. Je pense que c'est fait pour servir de test et d'épreuve après la nouvelle donne qui s'est créée au sein du M5 RFP. Et cette nouvelle donne, c'est quoi? C'est une déconnexion quasi visible des intérêts du shérif de Nioro et du reste. Parce que jusque-là... Monsieur Diallo, quel est votre avis là-dessus aussi? L'autre donne aussi, c'est le départ d'un des grands mobilisateurs et des grands tribuns de ce mouvement qui n'est plus là-bas dans les rouages aujourd'hui, qu'on a un certain Kaoujim, qui vient d'être excommunié. Monsieur Diallo, les risques, est-ce que vous pensez qu'il y a des risques que cette manifestation du 11 août dégénère? C'est possible. Moi, je ne l'écarte pas, parce que l'événement du 11 juin, voilà, personne n'avait prévu ça. Ils ont dit on va manifester pacifiquement, on va aller occuper les sièges des différentes administrations, mais les gens n'avaient pas prévu qu'il allait y avoir cette situation. Donc, avec les mouvements du M5, rien n'est à écarter. En tout cas, moi, je pense qu'on doit prendre toutes les dispositions pour que vraiment ça soit une manifestation pacifique. Mais moi, je ne suis pas sûr que ça va être une manifestation pacifique. D'accord. Il nous reste 1 minute et 30 secondes pour chacun. Monsieur Keïta a évoqué les médias, a parlé des médias confessionnels. Vous, Monsieur Diallo, selon vous, quel doit être le rôle et la responsabilité des médias dans la gestion de cette crise? La ligne médiane. Comme on dit média, c'est la ligne médiane. L'équidistance par rapport à tous les acteurs. Mais malheureusement, il arrive que nous, souvent par passion, qu'on soit drainé vers
vers des positions souvent tranchées. D'accord. Voilà. À vous, monsieur Keïta. Moi, je pense que la ligne médiane est un peu impossible dans cette situation. On ne peut pas voir... Elle est impossible. Impossible. On ne peut Pourquoi? pas voir son pays, puisqu'il y a un des principes du journalisme qu'on appelle le patriotisme. Ça fait partie des... Donc on ne peut pas voir son pays aller à la dérive et se taire sur certains comportements. Mais est-ce qu'il ne faudrait Je pas pense rester qu'il dans les faits dans ce genre Il faut de blâmer. contexte? Il faut Les rester dans médias les faits. Il doivent- faut rester dans les faits. Il y a des faits qui méritent d'être blâmés, qu'il faut blâmer comme tels. D'accord. Monsieur Keïta estime qu'il faut rester dans les faits. Alors, selon vous, monsieur Badou Escoba, qu'est-ce qu'il faut que les médias fassent? Non, les médias peuvent dire la vérité en toute équité, mais les médias aussi, au lieu de verser de l'huile sur le feu, doivent verser de l'eau sur le feu. Il faut qu'on pense à la nation malienne d'abord. Donc il y a de ces informations qui sont susceptibles de porter atteinte, n'est-ce pas, à l'opinion publique. Donc ce genre d'informations, il faut faire très très attention. Merci Badou Escoba de Carrefour, Amadou Oumar Diallo, journaliste, et Abdraman Keïta du journal Le Témoin étaient les invités du Forum de la presse de ce soir. À la régie vidéo et audio, Peting Diara et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à tous. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.